Merci de nous retrouver après ce documentaire de Jean Luret qui est un témoignage à Raymond Poulidor qui vient de nous quitter. Avec mes invités sur ce plateau pour prolonger cet hommage, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Leblanc, ancien coureur cycliste, ancien champion du monde notamment sur route en 1994. Jean-Pierre Micot, vous êtes vous un ami de Raymond Poulidor depuis le 15 août 1955. Claude Louis, vous êtes le président des Amis de Raymond Poulidor et d'André Dufresne. Et puis enfin, Bernard Verret, vous êtes journaliste et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Raymond Poulidor, pardon pour ce lapsus, Raymond Poulidor, champion. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. Alors, je vais vous donner la parole à tous les deux. Claude Louis et Luc Leblanc, vous avez au fond tous les deux organisé cette cérémonie d'hommage à ces funérailles de Raymond Poulidor. Vous vouliez qu'il soit à la fois digne et simple, c'est-à-dire à l'image du champion qu'il était. Tout à fait. C'était beaucoup d'émotions, bien évidemment, cette cérémonie. Et lorsque la famille nous a demandé de l'aider pour l'organisation de cette cérémonie, évidemment, nous sommes interrogés, mais il n'était pas possible de faire autrement. Raymond, c'est un champion qui a incarné un cyclisme d'épopée, mais c'était un homme profondément attaché à sa région Limousin, qui était un ami fidèle. Il avait fait sienne la fameuse devise d'Antoine Blondin, « L'amitié ou l'amour des autres aurait été mon manteau et ma maison ». Alors à partir de là, très rapidement, nous avons essayé de contacter tous les amis, tous ceux qui avaient connu Raymond, à différents niveaux, les anciens coureurs, des personnalités d'horizons très divers. Et je dois dire qu'il y a eu une mobilisation considérable. Et là, je tiens à dire que la ville de Saint-Léonard a été tout à fait exemplaire. Nous avons eu des personnes qui se sont mobilisées jour et nuit. Les services de l'État également. Je crois que tout le monde a travaillé à l'unisson pour faire en sorte, vous le disiez au départ, et c'était notre volonté très profonde, que cette cérémonie soit l'image de la carrière de cet immense champion. L'immense champion adulé non seulement en Limousin, dans toute la France, mais également à l'étranger. Songez que des grands médias internationaux ont consacré des reportages. Je parle du New York Times, le Guardian, et dans le monde entier. L'un des représentants de la Fédération internationale de cyclisme, le docteur Ouagui Azam, qui était venu en Limousin, côtoyer Raymond Poulidor à l'époque où il était président de la Fédération égyptienne, eh bien, a envoyé des messages. C'est-à-dire que c'était une onde de choc planétaire et c'était une manière également de rappeler que cette vieille terre du Limousin, quelquefois oubliée par les pouvoirs parisiens, se souvenait. Ouais. Et... Alors justement, avant de célébrer un peu la carrière du champion qu'il était, on va rester sur ce territoire, ce Limousin, qui était sa terre à lui, la Creuse, où il a grandi, qui a fait de cet homme un homme robuste. Vous disiez, il incarnait ce territoire. Et alors, on a entendu ces anonymes qui étaient à l'extérieur dire Raymond Poulidor, c'était un homme simple, un homme sincère, un homme comme, au fond, on n'en voit plus. Luc Leblanc, c'est vrai que cette expression, un homme comme on n'en voit plus, peut-être un coureur aussi comme on n'en voit plus, mais un homme comme on n'en voit plus. Ah oui, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. C'est vrai que cette génération-là, et surtout Raymond Poulidor, c'était vraiment un exemple de générosité. Et c'est vrai que je dirais que même la nouvelle génération devrait prendre exemple sur ses aînés, sur Raymond Poulidor, la carrière qu'il a faite pendant plus de 17 ans. Troisième du Tour de France à plus de 40 ans. Il a jamais baissé les bras. Et puis quand on le regarde un petit peu dans ses expressions, parce que moi ça m'a touché le reportage, quand il fait deuxième derrière Jacques Anquetil, et que Jacques Anquetil lui a dit bravo Raymond, tu fais encore deuxième et tu verras, tu vas gagner le Tour de France. Et merci Jacques. Et puis il embrasse Jacques, quoi, Anquetil à l'arrivée, quoi, dans le final. C'est ça, on le voit plus aujourd'hui. Jamais il a dit un mot de plus que les autres, de travers. C'était toujours dans le bon sens. Voilà, c'était vraiment Raymond. C'était un terrien, un vrai Limousin qui a durement travaillé toute sa vie, toute sa jeunesse, qui allait même s'entraîner, qui travaillait à la ferme la journée, qui s'entraînait la nuit. Hein, et ça, aujourd'hui, on ne le voit pas. Comme je le dis encore aujourd'hui, Raymond, il ne se levait pas le matin, il n'ouvrait pas les volets pour savoir s'il fallait les rouler et s'entraîner ou pas. Il s'entraînait par tous les temps. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. C'était toujours Raymond, on voyait que Raymond sur la route. Et c'était vraiment un exemple au niveau du travail.
Alors un homme robuste, on l'a dit, hein, issu de cette terre dure parfois, la Creuse, une condition paysanne, il le dit lui-même. Alors Jean-Pierre Micot, vous êtes ami depuis le 15 août, hein, je le précise, 1955, ça fait très très longtemps. Comment est née cette amitié ? Tout simplement, je venais en vacances chez mon oncle Duguay à Chambétry, et la fête patronale de Moissane, c'était tous les 15 août. Et ce jour du 15 août 1955, tout le monde s'est retrouvé à Moissane, le Grand Prix de Moissane. Et en plus de ça, c'est la petite commune où je suis né. Et ce jour-là, j'ai assisté à une course où, à l'arrivée, on a premier Raymond Poulidor et deuxième Hubert Fressé. Avec le recul, on s'aperçoit que des années après, ils sont toujours restés les grands amis. Et moi, j'avais déjà la passion du vélo. J'appréciais énormément des coureurs comme Louis Bobet. Mais je me rappelle toujours de ce que mon oncle m'avait dit. Il m'avait dit, tu vois, Jean-Pierre, Raymond, ce sera un grand champion. Mais il m'a dit, tu sais, il ne gagnera jamais le Tour de France. Est-ce qu'il a lu dans le Marde Café, c'était... Oui, mais enfin... Il aurait pu le gagner, on va en parler d'ailleurs, oui, parce qu'il a usé aussi de malchance. Il y a au moins une année où il aurait pu gagner. Bernard Verret, je rappelle que vous avez écrit ce livre, Raymond Poulidor champion. Alors on parlait du Raymond Poulidor qui a commencé ses premiers pas de cycliste sur ce territoire et qui est devenu après le grand champion. C'est au fond, il dit Antonin Magne qui a été un peu son mentor au début de sa carrière, quand il est passé de l'autre côté chez les professionnels. La gloire n'est jamais où la vertu n'est pas, lui disait Antonin Magne. Ouais. Il y a aussi une scène qui m'a marqué dans le documentaire, c'est lorsqu'il est en train de signer ses livres, on le voit presque pleurer. Parce qu'on disait souvent, Poulidor, on ne lit rien sur son visage. Mais c'est vrai, mais derrière un masque impassible, il peut se dissimuler un cœur très sensible. Et je crois qu'on a oublié cela. Poulidor, c'était quand même quelqu'un qui avait beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur. On disait, il encaisse les chocs sans broncher. Mais c'est parce qu'on encaisse le choc sans broncher qu'on n'encaisse pas le choc. Et on voit Poulidor qui pleure parce que Dominique Anquetil l'a surpris en train de pleurer. Mais c'était cela, Poulidor. Après le décès de son mari, c'est ça. Elle dit dans le film, d'ailleurs. C'était la femme de... Très émouvant, Jacques d'ailleurs, quand Anquetil. elle le dit. Elle le dit, mais c'est une scène terriblement émouvante, ça, quand il est en train de signer ses livres. On le voit presque encore, bravo au caméraman qui a surpris cela, on le voit qui pleure encore. C'est terrible. On a l'atout Poulidor. C'est vraiment une très grande scène. Oui, c'est un champion sensible, mais comme d'autres sont sensibles. Hein, Monsieur Louis, il avait cette particularité d'être sensible. En même temps, il n'était pas dupe sur son caractère. Il dit souvent, j'étais un peu rêveur, pas trop... Ça peut paraître paradoxal pour un champion aussi connu, mais il avait beaucoup de côtés secrets. Il était hypersensible, c'est vrai, hypersensible. En 2004, lorsque le Tour de France avait voulu rendre hommage à Raymond, le Tour est resté 3 jours. C'était la volonté de Jean-Marie Leblanc. Nous avions préparé une petite surprise, une randonnée cycliste qui partait de Linard, village d'Antoine Blondin, bien évidemment. Oui, parce nous avions que rassemblé 50 grands champions qui étaient venus, 50 grands champions, dont tous ses équipiers. Et la veille, on dit à Raymond, écoute, il va falloir que tu prennes le vélo demain. Eh bien, figurez-vous, il nous l'a confirmé très très souvent, lui qui avait participé à toutes les grandes compétitions mondiales, qui avait été dans toutes les grandes réceptions et tout, il tremblait comme une feuille. Il dit je n'ai jamais été aussi ému. Il a conduit ce peloton de 50 grands champions de Linard à Saint-Léonard lors de la journée de repos. Et pour la circonstance, là aussi, il y a tout un symbole, c'est son frère aîné, le grand frère, André, celui qui avait mis sur le vélo, qui dirigeait la course en compagnie de Michel Hidalgo que nous avions fait venir. Autour de Raymond, bien évidemment, c'est tout l'ensemble du sport qui se mobilisait. Mais il était hypersensible, très fidèle en amitié, et en plus il avait une mémoire considérable. Il était quelquefois, on croyait que il était un peu absent dans l'édition. Pas du tout, c'était incroyable. Je veux dire que ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et il aimait les gens. Et Luc le disait, et j'ai souvenance d'une rencontre juste après la victoire de Luc dans le championnat du monde, il pleurait.
il pleurait. Et il a toujours défendu Raymond. Quand Raymond a remporté son titre de champion de France quelques années avant, c'était pareil. Et surtout, et nous en parlions avec Luc, Luc avait couru à Bujaleuf, un championnat du Limousin. D'ailleurs, il avait été battu, mais là, il avait fait preuve d'un talent extraordinaire. Et disons que ça nous touchait profondément, parce que la course était organisée par un ami très très proche de Raymond, qui s'appelait André Nardou. André Nardou, c'est pratiquement lui qui avait permis à Raymond de passer professionnel, parce qu'il en avait parlé à Antonin Magne à Arcachon. Voilà. Tout est Raymond est contenu dans ses démarches. Voilà. Quand on parle de Raymond, on le voit vous le faites avec beaucoup de passion. Je vois Luc qui a beaucoup d'émotions quand vous parlez de Raymond. Donc évidemment, ce sont des souvenirs qui remontent. Oui, Luc, on sort. Beaumont-les-Mines. Ah oui. Beaumont-les-Mines, c'était chez Raymond là-bas. Et en KD2, j'avais fait cette course. Un grand souvenir parce que bon, Raymond n'était pas là, mais de courir sur les terres de Raymond, KD deuxième année, je sais pas, au départ, je m'étais promis de mettre un tour à tout le peloton. Et puis, ce jour-là, je m'étais échappé au départ, et sur les terres de Raymond, et j'étais parti tout seul, et puis au bout de pas mal de tours, je demande à mes parents, ils sont à combien? Alors mes parents me disent, ils sont à 3 minutes derrière. Mais non, j'ai dit non, devant. Parce que je voulais absolument, l'objectif c'était de reprendre le peloton. Et puis j'ai repris, j'ai doublé tout le monde et j'arrive tout seul, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais sur les terres de Raymond, j'étais à Beaumont-les-Mines, à côté de Mabaro-Mérignac, juste à côté. Quoi, c'était les routes de l'enfance de Raymond, là où il s'entraînait, là où il a vécu. Et vous ne vouliez pas décevoir Raymond, c'est-à-dire que vous vouliez aussi le faire aussi pour lui. Oui, puis c'était toujours... Dans la course, c'était quoi? J'étais sur les terres de Raymond, quoi. Et donc, il fallait absolument que je fasse quelque chose ce jour-là. Depuis Beaumont-les-Mines, ils ont essayé de faire... Tous les ans, ils donnaient des primes pour savoir si, pour le coureur qui allait battre mon record. Mais bon, mon record, il n'a jamais été battu. Et puis voilà, ça a été ma fierté cette année-là en KD2, quoi. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent Raymond, c'était l'éternel second. Les Français l'ont reconnu comme ça. C'est aussi sans doute ce qui a fait sa popularité. Alors, on pourrait dire que maintenant, depuis qu'il est mort, c'est un éternel vivant dans l'esprit de chacun d'entre nous. Mais au fond, la question que je voudrais vous poser, c'est lui-même dit, il est assez lucide sur lui, j'étais un peu rêveur, je manquais de vie, j'étais un peu contemplatif. Est-ce que c'est pas, au fond, ce caractère-là qui fait qu'il... Bon, non, en même temps, vous disiez, il avait la classe, hein, il n'enviait pas le premier, il le félicitait, il l'admirait même. Mais est-ce que ce caractère-là, qu'on pourrait lui dire... Antonin Magne l'avait rappelé, il le rappelait souvent. Il disait, il s'entraîne et il fait les compétitions en ayant le sentiment du travail accompli. Comme le paysan part le matin labourer son champ et revient le soir. Ouais, il est satisfait. Il se sentait heureux. Oui, oui. Pour lui, la victoire, c'était un plus, en quelque sorte. Absolument. Déjà, il faisait le métier de ses rêves. Faire du vélo, pour lui, c'était son rêve. Bien sûr qu'il aurait voulu gagner le Tour de France, bien sûr, mais il savait que la victoire, c'est pas forcément le plus capital. Il allait au-delà, il gagnait le cœur des gens. On en revient encore au cœur. Et ça, on en parlera de ce rapport avec les Français. Mais Jean-Pierre Micot, justement, pour rester sur ce caractère-là, il était heureux. Et d'ailleurs, il dit, lui, quand je suis passé pro, ma vie est devenue facile, parce que, évidemment, la vie était peut-être plus dure avant. Donc, au fond, c'est aussi ce sentiment que, passant professionnel, la vie devenait plus facile, et peut-être que pour lui, c'était quelque chose, au fond, presque d'inespéré. Il le dit lui-même, j'étais heureux, c'est ça. La vie est devenue plus facile. Il faut reprendre un petit peu quand il a quitté la carrière là, pour les amateurs, il s'est retrouvé donc à son service militaire. Il a fait 14 mois en Allemagne et 14 mois en Algérie. Et quand il est revenu, à la fin de l'année 1958, il avait déjà 10 kilos de trop. Bon, il s'est relancé et sa dernière année, l'année 1959, a été caractérisée par le titre de champion de Limousin des indépendants. Et à la même période, il a couru le Grand Prix de Peyral-Château et il y a un coureur qui avait fait qui s'appelait Jean Dotto, qui avait réussi à le battre. Mais Raymond, déjà, il avait un autre coureur qu'il avait repéré, c'était Bernard Gauthier. Et Bernard Gauthier, il a tout de suite prévenu Antonin Magne
Il dit, il y a une pépite dans le Limousin, il ne faut absolument pas le laisser passer. C'est ça. Et chose dite, il a été convoqué au service des courses de l'équipe Bercier sur l'avenue des Champs de la Grande Armée à Paris. Et ils ont traité, je passe des questions financières, mais ils se sont engagés, donc c'était au mois d'août 1959. Raymond commençait sa carrière professionnelle, donc, on va dire, au 1er janvier 1960. Et tout de suite, dans toutes les courses qu'il a fait, on sentait déjà poindre en lui le futur champion. Et tous ceux qui ont gardé des souvenirs de cette époque, eh ben, ils en sont ravis. Et ça a été, en l'année 61, ça a été le summum, bien sûr, Milan-San Remo, le championnat de France sur les terres de Jacques Anquetil, où il a battu Jean Stablinski, qui était quand même monsieur championnat de France. Et, voyez, et ensuite, tout a suivi. Ah oui, parce qu'il faut quand même dire qu'il a gagné toutes les grandes classiques. Il a 189 victoires, je crois, ce qui est énorme. Et au fond, Bernard Hinault disait, il est tombé sur des cracks. Anquetil, Merckx après. Les 5 monstres sacrés, il a couru avec les 5 monstres sacrés. Oui, c'est... Fausto Coppi, Louison Bobet, Jacques Anquetil, Eddy Merckx et Bernard Hinault. Ouais. Donc c'est le seul coureur qui a affronté la progression est tout à fait exceptionnelle parce qu'il est champion du Limousin en 1959 à Saint-Laurent-sur-Gorre. 1960, il gagne Bordeaux-Saintes parce qu'il n'avait pas de passeport. Il n'a pas pu aller à Milan-San Remo. Il le gagne l'année suivante. Oui, c'est ça. Il remporte le championnat de France, bien évidemment. Et beaucoup ont oublié que cette année-là, à Karl-Marx-Stadt, au championnat du monde, si on ne l'oblige pas à changer de vélo à quelques kilomètres de l'arrivée, il est champion du monde. Il se trouve que lors de la cérémonie, il y a un de ses grands amis qui était là, Alfred Soli, qui était le président du comité de cyclisme de Corse, était très ami avec Nino De Filippis. Nino De Filippis qui avait gagné l'étape sur le Tour de France à Limoges. Nino De Filippis admirait Poulidor. Et il rappelait souvent à Alfred Soli, il dit, tu sais, cette année-là, au championnat du monde, gagné par Van Looy, il dit, c'est Raymond qui doit nous battre, il voltigeait. En 61, déjà, il peut être champion du monde. Donc, la progression était tout à fait exceptionnelle. Oui, c'est ça. Et c'était évidemment un grand champion. Alors, on a souvent parlé de cette rivalité, et puis qui est devenue une amitié avec Jacques Anquetil. Profonde. Vous parliez des larmes de Poulidor au décès de Jacques Anquetil. Et ce sont deux coureurs dont le destin se sont accompagnés, croisés, deux hommes tout à fait différents. Est-ce que vous diriez que l'un a fait la légende de l'autre ? On peut le dire aussi, mais ce que vous soulignez, avec beaucoup d'émotion, j'ai eu l'occasion de rappeler une anecdote lors de la cérémonie religieuse. C'était des rivaux acharnés, bien évidemment, durant leur carrière. Il n'y a pas eu de cadeau. C'était la France heureuse qui se divisait avec bonheur sur deux légendes. Mais disons que c'était des combats terribles. Ouais. Mais après l'amitié est née après. L'amitié est née après. Mais pendant, dur, Jacques n'a fait aucun cadeau. Non, pas du tout. Avec beaucoup d'autres coureurs d'ailleurs, comme peut-être Lucien Aymar quand il a gagné le Tour. C'était tous contre Raymond. Et le paradoxe, Luc le souligne, c'est que l'un des plus grands admirateurs de Raymond, c'est Lucien Aymar. Oui. Mais je soulignais lors des obsèques, Raymond m'avait demandé de l'accompagner lors de la tournée des critériums, la tournée d'adieu de Jacques Anquetil. Et il y avait deux grands critériums en Dordogne, Miramont-de-Guyenne et Ville-en-Blard, organisés par un grand speaker de l'époque, Maurice Jouot. Eh bien, figurez-vous que ça a été 3 journées de fête, mais ça a été même très difficile pour les accompagnants. Et pour la petite anecdote, parce que c'était l'automne, Jacques et Raymond me disaient, écoute, dans les bidons, tu vas rajouter 2 petits cognacs et tout, 2 petits verres de cognac. Moi, ça m'est resté tout le temps. J'ai entendu, oui. C'était... Non, mais je veux dire... Et après, c'était des moments extraordinaires. Mais c'est Jacques Anquetil venait autour du Limousin. Il venait autour du Limousin, Jacques Anquetil. Il était directeur des équipes de France. Et c'était toujours un bonheur de... Non, mais c'est vrai que c'était la guerre à ce moment-là, quoi. Mais on ne le voit plus aujourd'hui, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre acharnée entre Anquetil, Poulidor. Ça a été vraiment très, très difficile pour Raymond. Mais après, il y a une amitié, après la carrière qui est née, incroyable. Entre les deux, avec Lucien Aymar et tout. On voyait Raymond sur le Tour méditerranéen, à l'Étoile de Bessèges, avec Lucien Aymar, au Mont-Raymond et tout ça. C'est incroyable, quoi. Et c'est rare aujourd'hui de le voir, ça. Oui, c'est ça. C'était des histoires d'hommes aussi, comme le dit Luc Leblanc, Bernard Verret, parce qu'aujourd'hui, dans le peloton, c'est de la compétition, mais il y
y avait ces histoires d'hommes entre eux. On l'a vu dans d'autres sports, mais là, c'était très caractéristique. Mais au fond, Jean-Paul Ollivier disait entre ces deux hommes, il y avait aussi une lutte des classes, en quelque sorte. Poulidor, qui représentait un peu la France profonde, et qui a eu l'adhésion des Français. Excuse-moi, Bernard. On va laisser... la France d'en bas. La France d'en bas, je ne suis pas tout à fait d'accord. La France profonde. Mais j'ai vu dans le reportage... C'est ce que disait Jean-Paul Ollivier. Hein. Voilà. Raymond représentait la France d'en bas. Non, Anquetil aussi. Anquetil avait été fraisiériste aussi. Ouais. Il avait cultivé les fraises dans les champs aussi. Donc est-ce que les Français n'avaient pas une préférence quand même pour Poulidor? Ils avaient une affection particulière, peut-être qu'ils n'avaient pas pour Anquetil. C'était un champion qui est installé, un champion au cœur froid. Il avait un chronomètre à la place du cœur. Lui, ce qui l'importait, c'était seule la victoire. L'opinion des gens, il s'en moquait. Or, Poulidor était beaucoup plus près du public. Il y a aussi, on oublie cette dimension, une division médiatique à l'époque. Ouais. L'équipe n'avait pas le monopole de la presse sportive comme il l'a eu ensuite. Il y avait un autre groupe de presse qui s'appelait Le Miroir, qui éditait Miroir Sprint et Miroir du cyclisme, qui a été une publication mythique, on peut le dire, et qui, elle, prenait franchement parti pour Poulidor. Et je pense que les lecteurs, disons, plus populaires étaient tournés vers la presse Miroir, alors que l'équipe avait quand même une connotation à droite, on peut le dire, pas par les journalistes, mais par sa direction, moi. Et il y a eu une opposition politique aussi entre les deux. C'est une dimension qu'on oublie souvent, cela. Ah oui, d'accord. Et on dit, Blondin a inventé la poupularité. C'est vrai, mais qui a inventé Poupou, le surnom Poupou? C'était Émile Besson, c'était un journaliste qui travaillait au Miroir. L'humanité aussi. L'humanité, bien sûr, même à l'écho du centre. Et je dirais même que le premier journaliste qui a fait un magazine sur Poulidor, c'était Martial Bonnat, qui était un journaliste d'ici, de l'écho du centre, qui a ensuite été allé travailler à Sud-Ouest, d'ailleurs, à Bordeaux. Absolument. Et vous, Jean-Pierre Micot, ami de 70 ans, plus, 15 août 55, on ne peut pas oublier cette date, cette popularité que Raymond avait, qu'il savait lui-même, et qu'il a cultivée, qu'il a entretenue, et dont il avait besoin, il le dit, y compris à la fin de ces derniers jours, il vous en parlait de au fond, cette nécessité pour lui d'être aimé par les gens? Et il n'y avait aucun problème, parce que, par exemple, vous aviez une course, je rappelle le championnat de France à Felletin. Eh ben, il fallait voir un peu sur les bords des routes les supporters de Raymond et les supporters de Jacques Anquetil. Il fallait voir un peu ce que représentaient tous les amis de Raymond Poulidor. Pourtant, Jacques Anquetil, c'était un grand champion. Mais l'adhésion était pour Poulidor. Vous allez me dire, elle était sur ses terres, oui. Mais quand vous voyez dans tous les critériums en France, bon, je sais bien qu'Anquetil avait ses supporters, mais Raymond, il emportait l'adhésion de tout le monde. Ouais. Est-ce que vous avez tous une petite déception du fait qu'il n'ait jamais gagné le Tour de France? Il aurait pu le gagner en 68, où il chute. Et, bon. Oui. Est-ce que pour vous, qui êtes des amis... c'est une déception qu'il n'ait jamais gagné le Tour de France. C'est une injustice. Ah, c'est une injustice, c'est pas pareil. Oui, parce qu'il a souvent perdu, par malchance aussi, mais sur des coups fourrés. Et il y a eu de la triche contre lui, il faut le dire. Le tour 64, il aurait dû le gagner 10 fois. Anquetil a été favorisé d'une façon honteuse, on peut le dire, et scandaleuse. Et Anquetil aurait dû être disqualifié. Anquetil aurait été disqualifié dans le port d'Envalira, où il était poussé par ses équipiers, où même Rostelan passait son bras autour de son épaule pour le tracter. Et Jacques Godet avait été incapable à l'époque de prendre la moindre décision. Il avait accordé, je crois, 20 secondes de pénalité à Anquetil, 20 secondes, alors qu'il avait gagné 3 minutes comme ça. La télévision, les directs de télévision auraient existé comme aujourd'hui. Ces situations-là étaient pénalisées, enfin, elles étaient sanctionnées. N'auraient pas existé. Et c'était hors course. En 1966, il y a une coalition contre Poulidor pour favoriser Aymar. Et même des gens qui n'étaient pas dans l'équipe de Aymar l'ont aidé sur la route de Montluçon, notamment. Et parmi ses cohorts, il y avait Rudy Altig. Absolument. Et Rudy Altig, Aymar lui a rendu l'appareil ensuite en favorisant sa victoire au championnat du monde. D'accord, Un championnat du monde où Poulidor a fait 3e et Anquetil 2e, mais Altig 1er. Ça a été confirmé là, lorsque nous avions organisé cette fameuse randonnée.
Rudi Altig était venu aussi, et on a évoqué cette situation-là. Et pour la circonstance, tous les équipiers avaient revêtu le maillot violine Mercier, et puis Rudi avait voulu prendre le maillot jaune. Comme quoi, on en parle aujourd'hui, mais vous avez jamais vu une réaction négative de Raymond Poulidor par rapport à tout ça? Jamais. Jamais il est resté dans l'humilité c'est formidable, tout le temps, pendant toute sa carrière. Jamais il a dit un mot de déplacé par rapport à ses adversaires. Il y a eu et surtout cette année-là, Bernard, le drame de 1968 aussi. C'est Yann Janssen qui gagne. Pour répondre à votre question, en évoquant sa perception de la popularité et tout, jamais il ne voulait se mettre en avant, jamais. Et pourtant, il y a des anecdotes considérables, une des plus belles. Il se trouve il convient de le rappeler, le Tour du Limousin était l'une des épreuves qui a favorisé l'Open en Europe de l'Ouest, en particulier en France. Jusqu'en 1972, les équipes des pays de l'Est, en particulier la grande équipe soviétique, restaient à la course de la paix, le Tour de Pologne. Et ils allaient s'entraîner à Cuba. Il se trouve qu'avec, à l'époque, c'était le colonel Perrier qui était le patron du Tour du Limousin. Nous avions conclu un accord avec un de vos confrères qui était au Maine Libre et qui, par la suite, était le manager des frères Madio. Et il se trouve qu'en 1972, pour la première fois, l'équipe soviétique a franchi le rideau de fer, en sens inverse, si l'on peut dire, pour venir participer au circuit de la Sarthe et au Tour du Limousin. Et c'était une délégation qu'on pourrait qualifier de pléthorique, parce qu'il y avait 20 personnes. Évidemment, les renseignements généraux étaient mobilisés, etc. Contrôler tout ça, oui. Et il se trouve que nous avions pris un traducteur, qui était un professeur du lycée Léonard Limousin, et le deuxième jour, le traducteur arrive, qui était un ami, M. Delors. Il dit, voilà, les Russes souhaiteraient, nous demandent deux choses. Imaginez un peu notre inquiétude. Alors les deux choses, c'était quoi? Eh bien, c'était un portrait du général de Gaulle, et puis rencontrer Poulidor. Et nous avons eu beaucoup de chance, parce que cette année-là, Bernard le rappelait, il terrasse Eddy Merckx dans Paris-Nice. Et ça veut dire que Paris-Nice, au début de saison, le Tour du Limousin à l'époque se déroulait en avril. Il se trouve que nous avons eu une chance extraordinaire. Évidemment, portrait du général de Gaulle, c'était facile. Raymond, c'était beaucoup plus difficile. Il se trouve qu'il s'entraînait lors de la première étape qui nous amenait vers la Creuse. Et nous l'avons croisé sur la route de Grandbourg. Et le soir, l'arrivée, poupou. C'est quand même incroyable que les Russes mentionnent ça. C'était la première fois que les équipes des pays de l'Est venaient. Donc, l'Open, là aussi, ça nous ramène vers des considérations de politique générale, des rapprochements, etc. Comme Nixon a favorisé le rapprochement avec la Chine, avec le ping-pong. Voilà, donc, vous voyez... Mais le sport, ça a des vertus, au-delà du sport, y compris politique, vous en parlez. Mais justement, Poulidor, qui avait cette aura mondiale dont vous faites allusion... On peut dire que cette aura, parce qu'il a eu une deuxième vie après le vélo, il est devenu un peu un ambassadeur, il a fait le Tour de France chaque année, on le voyait, c'était l'ambassadeur, et donc cette popularité, elle a continué à s'exprimer. Je pense qu'on peut le dire, c'était lui qui signait le plus d'autographes, y compris même... Tout le temps. Tout le temps. Ça a commencé par l'étoile de Bessèges en début de saison, c'était toutes les saisons. À la limite, Raymond a fait peut-être plus de courses comme ambassadeur que quand il a fait carrière de coureur cycliste professionnel, parce que Raymond, il était demandé de partout. Partout. Et puis bon, ce dernier Tour de France que j'ai vécu avec lui cette année-là, ça a été très, très émouvant. Oui. Parce que moi, j'étais dans le village départ et Raymond, il était au stand LCL. Moi, j'étais sur un autre stand. Et chaque matin, j'allais rendre visite à Raymond. Et j'arrivais, je le voyais de loin. Déjà, il était assis confortablement sur sa petite table. Et puis, les gens commençaient à se masser devant le stand du Crédit Lyonnais. Et je voyais mon Raymond qui avait sa pile de cartes postales comme ça et qui avait commencé déjà une demi-heure avant que le village ouvre. Il était déjà en train de signer ses cartes et il prenait de l'avance. Et puis j'arrive vers lui, je dis « Ça va mon Raymond ?» Il dit « Ça va. » Et puis il s'est jamais plaint pendant le tour. Pourtant il était HS, quoi. Il était fatigué, mais jamais il s'est plaint pendant les 3 semaines du Tour de France. Et chaque jour j'allais le voir, il avait sa pile de cartes postales et il signait. Et il me dit « T'as vu Luc ? J'en ai déjà passé 50 en 2-3 minutes. Il faut que je recommence à signer. » Il était fier, quoi. Il était fier. Puis c'était sa vie.
C'était sa vie, le vélo, d'aller sur les courses, d'être comme ambassadeur, de voir les gens, le public, c'était sa raison de vivre. Ouais. C'est vrai que c'est que cette raison de vivre dont on parle avec Luc Leblanc, signé, on a vu d'ailleurs, il allait aussi dans les centres commerciaux signer ses livres, et avec une grande humilité, parce qu'au fond, quand on est un grand champion, parfois, on fait attention à ce qu'on renvoie comme image. Il ne se posait pas cette question, il allait aux centres commerciaux où il y a les gens populaires comme lui, et il signait, et il cochait, on voit, il cochait à chaque fois. C'est ça. Il aimait les gens, il aimait les contacts, il aimait les gens, il aimait parler aussi, échanger. Ouais. L'étoile de Bessèges, début de saison. Il aimait jouer aussi, il aimait s'amuser. C'était aussi un blagueur, hein, Raymond Poulidor. Oui, c'était un blagueur. Moi, avec les gens parce que, parce qu'en fait, il est assez timide. On en a parlé. Enfin, on voit d'ailleurs au début de sa carrière, c'est quelqu'un d'assez comme quand on a 20 ans, on est timide. À 30, on l'est un peu moins. Et il est devenu, on le voit d'ailleurs, hein, il est assez blagueur. Il a beaucoup d'humour, Raymond. Beaucoup d'humour. Et c'est ce qui fait cette proximité aussi avec les gens. Il arrive à lier. On pourrait raconter des anecdotes toute la nuit, etc. Moi, je me souviens, alors, si vous voulez, il avait rencontré un jeune ministre des Finances du président François Hollande. Alors, il me dit, j'ai rencontré un jeune ministre des Finances. D'accord, de François Hollande. Hein. Oui, c'était Emmanuel Macron. D'accord. Il me dit, écoute, voilà, j'ai fait la connaissance du ministre, il est très très sympathique et tout. Et, tiens, j'ai même son numéro de portable, etc. Il dit, le problème, figure-toi, c'est que le petit problème de mathématiques qu'on pose toujours en rigolant, eh bien, il n'a pas pu répondre. L'inspecteur des finances n'a pas pu répondre. Et il souriait de ça. Alors que, ça va être publié, ça. Hein, si vous voulez, il se retrouvait assez souvent, parce que sur le Tour de France, quand le président arrivait, le président Macron, il allait embrasser 2 coureurs, c'était Bernard Thévenet et Raymond Poulidor. Disons, il y avait vraiment beaucoup d'amitié, je crois. Et ça n'est pas un hasard, parce que Bernard Thévenet est de la même veine que Raymond. Ah oui, lorsque Raymond est décédé, Bernard m'a appelé aussitôt. Il m'a appelé à plusieurs reprises et tout. Il y a une similitude et il y avait une admiration réciproque. Et parce qu'ils ont aussi couru ensemble. Et puis ils sont issus du même terroir, du même terroir et tout. Ouais. Et puis ils ont connu quand même cette gloire. Donc c'est... Voilà. Ouais. Alors, c'est pas parce que, enfin, vous parlez justement de Raymond Poulidor, de Bernard Thévenet, c'est des coureurs qui incarnent des territoires, une France un peu... Bernard Thévenet est de cette trempe-là. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui ce type de coureur dans le peloton ? Alaphilippe, vous savez... Alaphilippe. Oui. Ressemble à eux. C'est ça ? Ah oui, oui. Il vient aussi d'un milieu populaire, il monte. C'est un puncher aussi. Et puis le public, il aime le public. Il aime le public. Le sent. Non, puis Alaphilippe, si vous voulez, c'est sa façon de courir, c'est vraiment sa façon de courir comme on le faisait à l'ancienne. Ah ouais. Parce que tout ce qui est cardio et tout ça, il n'en veut pas. Il s'entraîne à l'ancienne, il n'a pas besoin de compteurs, de machins, de trucs, d'ordinateurs de bord. C'est vraiment à la sensation. Son cardio, il est là. Et il est là. Alaphilippe, comme ça se faisait auparavant avec les Raymond, les Darrigal, les Stablinski, les Bernard Hinault et tout ça. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. C'est une certaine idée du sport qui s'est un peu perdue, vous voulez dire, authentique, un peu loin des ordinateurs, de la technicité. Mais attention, on ne fait pas un reproche aux coureurs aujourd'hui. C'est comme ça, c'est l'évolution de la société aujourd'hui qui fait que, il faut évoluer et tout. Mais à un moment donné, je pense que cette évolution-là a ses limites. Je crois qu'aujourd'hui, les coureurs se connaissent beaucoup moins que les coureurs du passé, comme Raymond, comme Stablinski, comme Bernard Hinault et tout ça. Ils se connaissaient par cœur. Ils n'avaient pas besoin du cardio pour savoir qu'à un moment donné, il fallait un petit peu freiner au niveau de son effort pour ne pas exploser. Ils avaient une connaissance d'eux-mêmes incroyable. Oui. Raymond, c'était ça. Et la force de Raymond, c'est de s'entraîner tout seul dans les campagnes limousines. Et à force de s'entraîner tout seul, de faire des efforts, des fractionnés. Et tout. Voilà, il se connaissait et il savait le moment en course où il ne fallait pas faire l'effort de trop pour exploser. Voilà. Est-ce que c'était, au fond, puisque vous dites un modèle pour les jeunes, on allait consulter, les jeunes allaient consulter Raymond, justement, parce que sur cette conception de faire du vélo qui n'est plus tout à fait celle dont on voit aujourd'hui qu'elle est exprimée dans les équipes. Est-ce que les jeunes, c'était une référence pour les jeunes ? Pas suffisamment, je pense. Ouais. Lui, il était prêt.
Mais les jeunes n'avaient pas ces sentiments-là. On le voit par exemple dans le film Nicolas Roche qui a l'impression de ne pas connaître Poulidor. Oui, parce que en fait, c'est l'idée de au fond, ce sport comme le décrit, c'est plus celui dont on pratique aujourd'hui. Donc il y a un décalage avec les jeunes aussi. Aujourd'hui, les coureurs sont enfermés dans des pullman, comme dirait Poulidor. Et ils ne voient plus le public. Mais ce ne sont pas forcément les coureurs qui ont changé, c'est leur entourage. Qui est-ce qui écarte les coureurs du public? Ce ne sont pas eux, ils sont toujours prêts à aller vers les supporters. Mais ils sont entourés par une armée de gens qui... Oserais-je dire le mot parasite? Je ne sais pas. mais qui les coupent de leur public, qui les coupent de leur popularité même. Ce que je regrette aujourd'hui, si vous voulez, dans le monde du cyclisme actuel, c'est un petit reproche, mais on a oublié qu'on a pris la succession de nos anciens, quoi. Et que l'histoire du vélo, c'est pas de maintenant, c'est d'avant. Donc ce que nous, on a pu faire aujourd'hui, c'est grâce à nos anciens, qui ont continué, je dirais, et qui ont pris la succession des copies, voilà. Il y a eu Raymond Poulidor, après il y a eu Bernard Hinault qui est arrivé, Laurent Fignon, et voilà. Et nous, on est arrivés, nous les jeunes à l'époque, on avait beaucoup de considération pour nos anciens, parce que c'est eux qui ont fait l'histoire du cyclisme, et nous, on prend le relais. Et les coureurs d'aujourd'hui doivent avoir cette conception-là. Il faut qu'ils ouvrent un petit peu leur bouquin et qu'ils regardent ce que leurs anciens ont fait par le passé et doivent prendre exemple sur eux. Aujourd'hui, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a eu les anciens avant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Jean-Pierre Micot, vous, pour faire écho à ce que dit Luc Leblanc, vous diriez que, puisqu'on fait référence aux anciens, au patrimoine, à ce que ça représente, au fond, ceux qui sont nos aînés, qui ont écrit l'histoire avant nous, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est Poulidor sur l'étagère du haut, dans le monde du cyclisme, dans l'histoire du cyclisme, il y a Poulidor et les autres? Incontestablement. Il faut voir parce qu'il y a des grands champions, quand même. Bon. Bien sûr. Mais c'est Poulidor, c'est l'étagère du haut. Mais Raymond, c'était quelqu'un d'absolument formidable. Quand on voit toutes les courses qu'il peut faire, je vais raconter dans les critériums, toute la saison après Tour de France, tous les critériums, les organisateurs voulaient absolument Raymond dans leur critérium, sinon ils ne le faisaient pas. Et toute sa carrière, ça a été comme ça. Donc c'est le champion de toute catégorie. Disons, je pense que c'est le champion de toute catégorie dans l'humilité et la générosité. Voilà. Et ça. Bien sûr, au niveau palmarès, Bernard est deuxième. Ok, d'accord, parce qu'il a pas gagné le Tour. Mais il dit lui-même, si j'avais pas été deuxième, quand on regarde la fiche de Raymond Poulidor au niveau du palmarès, l'éditorialiste du Monde avait conclu son billet en disant: n'est pas Poulidor qui veut. Et ça me paraît tout à fait exact, ça. Et il disait, Emers qui peut, mais être Poulidor, c'est encore plus dur. Alors, il nous reste une belle anecdote. Pas trop, parce qu'il reste une minute, Claude, parce que c'est une anecdote qui... Il y a une belle anecdote. Combien d'éternels seconds seraient heureux d'avoir 189 victoires? Et quelle victoire! Alors, il nous reste une petite minute. On va peut-être se projeter sur une petite note d'optimisme. Alors, il a un petit-fils, Raymond Poulidor. Deux petits-fils. Enfin, Mathieu et Xavier. Mais dont on se dit que finalement, ils pourraient être ceux qui vont continuer l'histoire de la famille. Ce serait une belle histoire aussi qui se prolonge pour ceux qui aiment Raymond. C'est ce que je disais hier. Ça serait fabuleux que Mathieu, puisque c'est vraiment le grand espoir pour Raymond, de ramener le maillot jaune chez les Mioletou. Parce que là, il va y avoir du Raymond dans ce maillot jaune, quoi. Le rêve de Raymond, c'était que Mathieu conquiert le maillot jaune, que lui le remette. C'est sur cet espoir partagé ici sur ce plateau que l'on va se quitter. Merci en tous les cas à tous les quatre d'avoir exprimé votre gratitude et votre amitié vis-à-vis de Raymond. Merci à tous les quatre. Merci.